Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Junko. Donc Anne Mondy, tu es artiste plasticienne et décoratrice d'intérieur. Donc avant de plonger dans ton travail, j'aimerais pouvoir du coup apprendre un peu plus à te connaître et du coup pour que les auditeurs aussi puissent te découvrir. Alors ma première question, ça va être justement quelle est la première chose que tu aimerais qu'on sache de toi? Ah là 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 là, déjà, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à vous. Que je suis dans la vie. Que tu es dans la vie. Ouais, voilà. Je prends les choses, comme elles viennent, je m'arrange avec, voilà. Bon, c'est pas, très professionnel, mais enfin pas pro, je sais pas, comment, la question est orientée, mais de toute manière, que ce soit perso ou pro, ça s'adapte. Voilà, ouais, vraiment, naviguer, avec la vie, ce qu'elle nous apporte, que ce soit les pensées, les opportunités. Donc je pense que ça rentre, voilà, dans le cadre de notre conversation que nous allons avoir et je me réjouis de l'avoir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avant, d'être, artiste, de ce qui t'animait en fait dans cette 1re vie professionnelle? Alors j'ai démarré, j'étais pas du tout scolaire, donc j'ai arrêté mes études à 17 ans. Et puis, très vite, voilà, il fallait que je fasse quelque chose et je me suis ayant une famille et un papa, acteur et metteur en scène et ayant quand même baigné dans ce milieu-là, je suis devenue et je voulais m'occuper d'artistes et je suis devenue attachée de presse. Donc, au départ, de théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que, j'avais fait un petit stage, en 3e comme attachée de presse, cinéma et cetera et le théâtre me permettait d'avoir un contact direct avec les comédiens, d'aller dans leur loge, d'échanger avec eux, d'avoir un véritable échange et de m'occuper de personnes et non pas, d'une bobine de film, par exemple, ou d'un album, de musique, voilà. Donc ce choix de la proximité, d'échange, de communication physique était hyper important, pour moi. J'ai fait ça pendant 4 ans. Je me suis occupée, donc j'ai été assistante puis attachée de presse. J'ai plutôt démarré en amenant, les cafés et les sandwichs, hein, à l'époque, c'était une autre époque sans être rémunérée, voilà, mais c'était une époque où tout ça était encore, on peut faire des belles carrières en amenant, des cafés et des sandwichs. Donc vraiment le bas de l'échelle qui pour moi est la meilleure des écoles avec, tout ce que comporte le fait d'être assistante très jeune, très tôt, aussi d'être confrontée à un monde d'adultes, tout ça. Enfin tout ça a été très formateur et puis ensuite, pour X ou Y raison, bon voilà, j'ai, choisi de m'orienter vers, alors j'ai travaillé dans une agence de presse photo, voilà, où je bookais des reportages photos un peu people et cetera et je ne me suis pas du tout retrouvée dans cette nouvelle orientation professionnelle qui, en tant que fille d'artiste, je trouvais qu'on respectait pas trop les artistes justement et que le côté, on prépare les nécrologies alors que la personne a 65 ans, le côté: «Ah mais on s'en fout,
de tel acteur ou tel chanteur ou tel homme politique, tout seul. Ce qu'on veut, c'est l'avoir en famille ou avec, sa nouvelle girlfriend ou enfin, il y avait un côté, bétail et manque de respect qui fait que j'ai un peu sincèrement, claqué un peu la porte du jour au lendemain où c'était impossible pour moi par rapport à mes valeurs et le mot valeur est quelque chose qui me suit, tous les jours de ma vie et qui est très important dans ma vie professionnelle, enfin dans mes choix de vie professionnelle et à partir de là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, et beaucoup d'opportunités, de rencontres fortuites. Alors il faut savoir les saisir. J'ai, le producteur, d'Eddie Mitchell que j'ai rencontré complètement, par hasard, qui montait un spectacle de théâtre, qui cherchait une attachée de presse et puis en fait, de fil en aiguille, ça a super bien matché, son fils sortait un album. Je suis devenue attachée de presse dans la musique pour des maisons de disques et j'ai monté ma première re boîte. Enfin, j'étais indépendante et je me suis occupée de développement d'artistes, de chanteurs et donc je faisais la promo d'albums, entre autres. Après, j'ai aussi fait, des lancements de lieux et cetera. Enfin, j'étais attachée de presse en freelance. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est attaché de presse, concrètement, ce travail? Bien sûr, c'est faire la promotion, c'est-à-dire contacter, faire connaître, faire contacter les médias. Alors que ce soit, à l'époque, il y avait pas internet et tout ça, mais c'était vraiment presse, radio, les émissions de radio, de télé, les journaux télévisés, organiser des interviews, c'est-à-dire être, l'interface entre les comédiens et les médias, voilà. Donc c'est avoir le plus, d'articles, d'émissions, bah, de promotion pour le spectacle ou l'artiste ou le lieu dont on s'occupe. D'accord, donc c'est du développement de la notoriété, en fait? Exactement, tout à fait, qui n'est pas payant. Ce qui différencie de la publicité, c'est que la publicité, on achète des achats d'espace. Là, c'est vraiment, voilà, c'est de la promotion, gracieuse par interview. Voilà, c'est encore, ouais, un autre job qui n'a rien à voir avec la publicité, mais souvent il y a un peu amalgame, donc je précise. D'accord, donc attachée de presse indépendante à ton compte avec ta société. Et puis, j'ai travaillé sur les tournées d'Eddie Mitchell. Enfin, en fait, en tant qu'indépendante, j'ai fait, bah, beaucoup de choses. Enfin, je me suis occupée de beaucoup de personnes, ou de lieux. J'ai adoré ça. C'est une période de ma vie, extraordinaire. Le tout petit problème, c'est que je suis tellement passionnée, tellement entière et tellement, je fonctionne avec le cœur. Alors, tous les artistes dont je me suis occupée, il y en a plein qui ont fait carrière après, comme Daniel Lévy, comme Au Petit Bonheur, comme mais moi, je les avais au tout début et c'était très compliqué parce que pour le coup, dans la musique, à cette époque-là, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais tout a quand même changé. J'ai l'air d'une vieille conne, mais souvent, souvent. Mais on faisait vraiment du phoning de toutes les radios en province, on appelait les programmateurs, on les relançait 100 fois, en disant: «Vous avez bien reçu le CD? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça rentre dans la playlist?» Alors là, on vous disait: «Ah ben non, c'est hors format, c'est pas ce qui est tendance en ce moment, c'est pas gna gna». Il y avait les formats de radio, Chérie FM, c'était ça. Après, Radio Vallée-Vézère, c'était autre chose. Parce que bon, c'est un travail de fourmi. Moi, je le faisais tellement, comme si les artistes étaient mes enfants et fatalement, je m'occupais d'artistes auxquels, je croyais et je croyais en leur talent et j'avais l'impression que si je ne travaillais pas bien, ils allaient finir caissiers dans un supermarché, mais comme si c'était mes enfants. De toute façon, j'ai une nature de mama. Je ne sais pas prendre mon travail autrement. J'ai un peu appris, mais je me suis pas guérie encore et donc je me collais une pression, humaine quoi, enfin du incroyable, mais du coup, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai super bien fonctionné malgré tout. Parce que je pense que j'étais un électron libre absolument atypique dans tous ces attachés de presse, qui quelque part, bon, faisaient pas le même travail de fourmi, on va dire. Et puis moi, je suis complètement autodidacte, donc en fait, j'ai improvisé à chaque fois mes manières de bosser. Donc voilà, je bossais comme ça et c'était pas obligatoirement très rémunérateur. Je ne sais pas aussi m'occuper de choses, enfin ou d'artistes ou de peu importe quoi auxquels je ne crois pas, que je n'aime pas. Donc c'était l'époque des boys bands, par exemple et bien évidemment, on m'a proposé les boys bands. Je ne juge pas,
mais je ne me suis pas sentie à l'époque, pas du tout par snobisme ou par, je n'avais pas envie de défendre, ça. Alors c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour moi professionnellement, que ce soit, à terme en termes de rémunération, de notoriété, de voilà, bon, je vais pas c'est pas aujourd'hui je me dis: «Bon, je» bah, j'avais pas la maturité, la réflexion pour, voir un intérêt autre que petit intérêt, moi de dire je défends. Après j'ai défendu des trucs, quand j'y pense surréalistes. Il y avait, je sais pas, ça je vais toucher une partie de la génération, personne ne connaît aujourd'hui, mais il y avait un artiste, comment le définir? Je ne sais pas, mais un électron libre qui avait fait un truc à la télé, un monsieur qui s'appelait Eduardo et qui avait fait une chanson avec un bouquet de fleurs et c'était: «Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi», enfin, c'est tout un truc et quand même Jacques Maruani a sorti un disque le disque de cet artiste qui faisait un buzz, mais c'était un buzz des années 2000 quoi, même pas 90 et je me suis occupée de cet artiste parce que moi je ça m'avait tellement éclaté et le personnage était tellement, surréaliste, mais adorable, mais tellement premier degré. Était compliqué, à cerner, mais voilà, je me suis occupée d'Eduardo et ça m'a éclatée de bon, voilà et à un moment, fatalement, j'en ai longtemps entendu parler, par mon père, tout mon plan d'épargne logement est passé dans cette société. C'est-à-dire que le petit pécule, que mes parents avaient mis de côté, pour, me mettre le pied à l'étrier pour mon premier appart, bah, non. Mais fatalement, moi, ça rentrait peu et ça sortait malgré tout parce que voilà. Donc on va dire que je ne suis pas du tout une bonne gestionnaire. Donc j'ai fermé cette boîte, mais comme j'ai eu beaucoup de chance quand même, je l'ai fermée parce que j'avais une porte de secours et qu'à nouveau, là, c'est le moment en effet où à nouveau, le producteur d'Eddie Mitchell m'a proposé de bosser dans son bureau sur toutes les tournées. Donc en fait, j'ai fait, des tournées d'Hubert Félix-Thiéfaine, encore, d'Eddie, enfin voilà, de différents artistes et je suis restée quelques années. Donc j'ai bossé que dans des jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire que là, on est en 2000. J'avais bossé que soit seule, soit vraiment dans des petites entreprises familiales, voilà, on voulait parler au boss, on rentrait, comme ça, donc je connaissais pas les grosses boîtes, la hiérarchie, j'ai le respect de la hiérarchie, mais bon, dire mais jamais, trop eu quoi, c'était quand même très cool, surtout dans ces milieux et j'avais fait une opération en indépendante pour le Club Méditerranée et à ce moment-là, Philippe Bourguignon arrivait au Club Méditerranée après les Trigano, ouvrait, enfin développait, en fait, c'est le moment où le Club Med voulait faire autre chose que du voyage, donc voulait se lancer dans le divertissement, c'est le moment où il y a eu les rachats de Club Med Gym, tout ça, enfin se diversifier. Le projet était d'ouvrir, enfin ce qui s'est fait d'ailleurs, mais c'était une holding au départ qui devait se développer, pas même c'est pas dans la France entière, c'était dans le monde entier. Club Med World, donc qui était, c'était des grands lieux de spectacle qui vivaient 24 heures sur 24, où il y avait alors Paris dont je me suis occupée, qui était Cours Saint-Émilion dans un complètement nouveau quartier du 12e arrondissement, piéton, enfin à l'époque. C'était un lieu qui sur 2 étages, qui faisait 5 000 m², qui avait, discothèque, salle de spectacle, 4 restaurants, service événementiel, agence de voyage, boutique de vêtements, enfin et ce lieu vivait, et le Club Med m'appelle pour m'occuper de ce lieu-là en tant que directrice artistique et de la communication et ça me fait flipper. C'est-à-dire que moi, je suis bien au chaud, Claude Will Productions, où tout va bien, Ouais, à ce moment-là, tu es toujours avec les tournées d'Eddie Mitchell, c'est ça? Donc bien au chaud, bien tranquille, petite, routine et je fais les entretiens, tout ça. Alors déjà, j'ai un problème, je saoule ma fille avec ça, bon, enfin elle, tout va bien, mais ayant arrêté mes études tôt et n'ayant pas été très scolaire et très assidue, je parle très mal anglais. Je conseille à tout le monde, c'est une priorité. C'est parler anglais, déjà la base et d'autres langues si vous pouvez. Mais si ça fonctionne pas en France, votre job et que vous êtes doué pour, l'opportunité absolue, avec beaucoup de courage, c'est d'aller faire la même chose et tenter sa chance ailleurs. La langue, moi, tous les jours, je suis bloquée par ça. C'est-à-dire que je pourrais avoir un développement absolument encore, incroyable et 10 000 fois, je suis dans cette frustration permanente. Donc vraiment peu importe l'âge, moi je sais pas, ça doit être inconscient, je trouve pas le temps ou je ne sais pas, mais voilà, je ne m'y suis toujours pas mise
Et déjà, c'est un problème, un peu le côté Club Med, je parle pas anglais, enfin, je me sens pas du tout, j le syndrome de l'imposteur. J Non seulement moi, ça me fait flipper, je me sens pas à la hauteur, je sens que j'ai pas tout, les fonctionnements, les je flippe, véridique et je refuse. Je dis: «Non, poste en or, hein, monstrueux, joli salaire, enfin» et je refuse. Et la vie est bizarrement faite et c'est magique, et j'adore, la vie, ma vie, pour ça, pour les surprises. On me rappelle et on pense qu'en fait le salaire ne me convient pas et que l'offre, n'est pas, et j'ai beau dire: «Mais non, pas du tout». En plus, la personne qui m'avait prise en fait pour l'opération en externe, c'est elle qui me rappelle qu'on envoie un peu au charbon en lui disant: «Mais toi tu la connais, c'est elle qu'on veut, machin et tout». Et elle m'appelle en me disant: «Mais c'est quoi Anne?» C'est Je lui dis: «Non, non», elle s'appelait Annie, Annie Jean, que j'embrasse, si elle écoute. Et je lui dis, «Mais non, non Annie, c'est pas du tout ni le salaire, ni rien du tout. Sincèrement, je le sens pas, ça me fout les jetons et puis, je sais pas, l'anglais», enfin vraiment, j'ai le complexe quoi, enfin je sais pas, des trucs, je me faisais des montagnes. Et je lui dis: «Non, non». Elle me dit: «Écoute Anne, vraiment, c'est une belle opportunité. Si tu veux, on te rajoute ça, donc les vacances, les trucs», enfin je me retrouve avec un truc et là, je me repose la question et en fait, encore le confort absolu et la chance. Je vais voir Claude Wild, donc mon boss et je lui dis: «Écoute, voilà, Claude, j'ai une proposition, de fou, machin et tout». Et là, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, inspirée, auprès duquel j'ai beaucoup, appris, un personnage assez, singulier. Mais il me dit donc le rêve: «Tente, tu peux pas ne pas y aller». Nous ici, ça ronronne quand même. Voilà, c'est les tournées d'Eddy, il va pas en faire non plus, 150, enfin voilà. Essaye et puis si ça foire ou que tu te plais pas, bah, reviens. Quelque part, je pense que quand je suis allée le voir, je rêvais qu'il me dise: «Non, non, mais reste», enfin et là, on est obligé de se dire: «Bon, bah, faut que j'y aille». Donc j'y vais. À un moment donné, quand la vie pousse comme ça. C'est qu'on dit non, qu'on résiste, que Ouais, c'est ça. il fallait que j'y aille et dans les meilleures conditions, donc c'était cool. Et donc j'ai fait de 2000 à 2010, au Club Méditerranée, à 10 ans. Donc à Club Med World et puis on en a ouvert un autre à Montréal. Je me suis occupée aussi d'un club en Tunisie qui était un peu un Ibiza, enfin dans les projets ça s'appelait Oyo et le slogan était: «Si tu dors, tu es mort». Donc en effet, on a quand même accueilli les plus grands DJ, mondiaux, de David Guetta à Bob Sinclair, et sur la plage en Tunisie dans des enfin bon, bref, tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire de cette expérience? J'ai déjà dit que j'avais eu une partie professionnelle, qui était, fantastique. Celle-ci est vraiment, à ce jour, la meilleure de ma vie. Ces 10 ans ont été, magiques, une bulle à titre personnel parce que le club, même si on n'est pas en village, même si c'est à Paris, a quelque chose de fantastique. Même si c'était plus les Trianos, c'était pas cool, hein, enfin c'était, très hiérarchisé et cetera. Il y a quelque chose d'humain, d'équipe, c'était vraiment une famille. Et quand ça s'est arrêté au bout de 10 ans, moi j'étais au COMEX dans les 6 directions, donc j'ai fait les plans sociaux et cetera. Vraiment, j'en rêve souvent la nuit. Je suis restée en contact avec plein de monde, mais c'était une vraie famille. Il y avait quelque chose d'humain et j'ai beaucoup appris. J'ai essayé de partir quand même parce que fatalement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le cadre. Et justement, je voulais te demander par rapport à toutes les peurs que tu avais avant, où vraiment tu résistais et cetera. Ça a été quoi, en fait, les leçons apprises par rapport à ça? Le fait que toutes les peurs, gros groupe, hiérarchie, gros projet, je parle pas anglais, nin nin nin. Qu'est-ce qui a fait que, Ça a enfin été compli alors je mentirais, mais pour moi, je suis pas très malléable. En fait, enfin malléable parce que je suis impulsive et encore une fois, j'ai besoin, d'être alignée avec tout, je suis assez complexe quand même. Je m'améliore, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a un moment où c'était trop compliqué pour moi, émotionnellement, on va dire. Je suis hypersensible, hein, donc je porte les choses, dans mon corps, dans voilà. Et la hiérarchie était compliquée. J'ai un vrai problème avec l'autorité, je le reconnais et parce que j'en ai pas eu. Mais même enfin voilà, c'est un truc d'éducation, ça peut remonter, à loin pour X ou Y raison, mais je n'ai il y avait peu de limites, quoi. Enfin, je me les suis, moi, mises, plus tard, je me suis structurée, mais
C'est pas quelque chose qui est dans mon ADN, on va dire. J'ai toujours fait un peu, pas ce que je voulais, mais donc j'ai eu du mal avec ça. Je suis pas obligatoirement non plus tombée sur des périodes à ce moment-là avec qui je m'entendais. J'ai beaucoup résisté, je suis hyper, indépendante, heu, j'avais un côté à l'époque, hein, j'ai changé, mais très, pas diva, mais je crois que j'étais très exigeante et puis, voilà, donc j'ai quand même collé madame 2 fois. On m'a pas laissée partir, hein. Ah ouais, sur les 10 ans, 2 fois tu as démissionné? Ouais. Ouais, au final, dans la hiérarchie plus haut. Donc je suis restée et il y a un moment, en fait, je pense que je suis profondément restée moi-même. Donc j'ai réussi, je sais pas si c'est de la chance, si c'est de l'obstination, si je crois que juste que j'aurais été incapable de faire autrement que d'être moi-même et je pense que l'intelligence de mes supérieurs hiérarchiques du plus haut à, mes supérieurs directs a été de dire: «En fait, ça va fonctionner avec cette nana si on la laisse faire comme elle veut. Alors elle est casse-couille par moment, elle est ingérable par moment sur certains trucs, mais c'est une tueuse». Enfin, dans ce job-là, il y a quelque chose à faire et j'ai eu cette chance, vraiment, j'ai eu 2 patrons 3 patrons, directs. Les 3, et Dieu sait s'il y en a que avec qui ça a pas fonctionné. Moi, je vraiment, ils ont fait un vrai pas vers moi. Ça venait pas de moi parce que moi, je serais restée certainement un peu, dans la résistance et tout et à partir de ce moment-là où moi j'ai lâché prise et où eux ont lâché prise, ça a été, le bonheur absolu. Avec ce qu'est le quotidien, hein, avec, des heures de travail, de cinglés, des pressions monstrueuses, des et puis c'est des boîtes où on monte les échelons, quoi. Moi, je connaissais pas tout ça. Donc à un moment, il y a les évaluations, tout ça, enfin, la seule chose, alors je vais faire sourire, mes amis de l'époque, qui vont écouter ça, je pense que je me suis un peu améliorée, quoique. La seule chose que j'ai pas réussi à faire, je suis très à l'aise dans la vie, comme ça et tout, mais vraiment, hein, c'est j'ai jamais réussi à prendre la parole en public. C'est-à-dire que j'étais directrice de quand même d'une équipe, enfin de responsable d'une équipe de 6 personnes, gros poste et tout et quand il y avait des genre des séminaires et tout, j'étais prise de panique. C'est-à-dire, moi la grande communicante quand même, avec un poste à communication quoi, je tremblais, je impossible! Une peur, panique, c'est ce qu'on appelle le trac. J'ai appris, voilà, parce que ça a été un petit trauma professionnel. Je me suis sentie tellement, nulle, mais la honte quoi. J'ai pas d'autres mots, c'est voilà. Alors ça, c'est le point un peu bof que je retiens, mais c'est bizarre parce que ça m'a vraiment marquée, mais dans mon côté, responsable et chef de service. Mais après, ça a été une aventure, vraiment incroyable. Vraiment, j'ai croisé des gens, que ce soit dans l'équipe, puis après on avait des partenariats avec M6. J'ai reçu un nombre d'artistes, incroyables, étrangers, français, enfin, c'était incroyable et le truc, c'est que je faisais tellement de choses après donc dans cette vie au Club Med, bah, il se trouve que je suis devenue maman en 2004, donc fatalement, ça redistribue un peu, bah, les choses, les emplois du temps. Puis il se trouve, fait de la vie que c'était pas, mon souhait au départ, mais je me suis retrouvée toute seule avec ma fille, voilà. Donc j'étais une maman, solo, de fait. J'ai été un peu mise devant le fait accompli, mais on fait avec et donc c'est vrai que les horaires étaient un peu compliqués. Bon, à ce moment-là, il y avait une grosse réorganisation au sein du club, en fait, Club Med World. Philippe Bourguignon avait enfin, était parti, donc c'est Henri Giscard d'Estaing, enfin blabla, je vais pas saouler tout le monde avec tout ça. En fait, on m'a donné d'autres postes plus adaptés par moment. Enfin, j'ai gardé mes postes, et tout, mais on quelque part, on m'en a rajouté parce qu'ils réduisaient les budgets aussi, donc fallait et moi, à ce moment-là de ma vie, je me disais: «Mais mon Dieu, j'ai un job, j'ai un salaire, je suis toute seule avec ma fille, de tu prends tout». Et quand je parlais de diva et d'exigence, je suis restée un peu exigeante, puis après voilà, il y a mon personnage et ma personnalité, mais que j'assume pleinement aujourd'hui. Mais j'ai arrêté, enfin ce côté très, ouais, je crois que le côté diva m'allait bien et je suis devenue, quelqu'un qui, remerciait tous les jours d'avoir un boulot, qui acc quoi qu'on lui propose, faisait. Donc je suis devenue, je me suis occupée de la boutique, donc j'adore la mode, j'adore les fringues, donc ça, c'est devenu
un bonheur aussi en plus du reste, à faire les inventaires, avec une personne qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai appris plein d'autres jobs. J'ai organisé, je faisais toute la déco, donc il y avait quand même de ça. C'est-à-dire que la direction avait bien compris que j'avais un sens de la mise en scène, de l'artistique, de la décoration, que c'est je le dis sans prétention, mais que après c'est que le mien, il plaît pas à tout le monde, mais que j'avais du goût. En tout cas, qu'on avait envie que je prenne, l'aspect, esthétique et visuel, du lieu, que ce soit pour les séminaires, que ce soit pour la boutique, et moi, ça m'a éclatée. Donc plutôt que de prendre ça comme on m'a un peu mis au placard, ah! Ça a été génial. C'est-à-dire que comme je disais au début, je suis dans la vie, c'est voilà, j'ai appris et je suis fière de ça, puis la vie m'a appris ça parce qu'au départ, on peut se dire: «Oh là là, beh, la loose», mais tout a la vie a été bien faite parce que ça m'a permis d'avoir aussi du temps avec ma fille, où c'était un peu rock'n'roll, hein, toute Bah oui, l'organisation, bien sûr. avec les responsabilités qui vont avec et où à un moment, alors tout le monde est très gentil, mais on vous fait pas de cadeaux non plus. Donc, moi, par exemple, j'organisais tous les 31 décembre, c'était un truc monstrueux, on faisait, le tour du cadran, mais j'étais un peu, voilà, quand même aux commandes de cet événement tous les ans. Bah, quand moi j'étais en train de dire: «Ah maman, tu peux pas faire garder ma fille, et machin», bah, on me disait: «Bah, tu te démerdes, quoi». Enfin voilà, il y a pas à un moment, tu as ton job. Donc j'ai appris l'humilité, c'est le mot qui me vient. Enfin, tout a été, fantastique. Puis après, il y avait un bail de 10 ans. On peut pas dire que le lieu marchait, je suis très, très fière de toute cette expérience et de ce qu'on a fait, tous ensemble. Mais, voilà, la direction, enfin alors là, la haute direction de développement a décidé de mettre la clé sous la porte. Donc D'accord, donc ça s'est arrêté comme ça, du en coup? 2010, à la fin du bail, à Saint-Émilion. Bon, alors tout ça, voilà, enfin, c'est ces plans sociaux, très organisés. Alors en plus que j'ai géré moi de l'intérieur, étant passée au comité de direction. Rien que le fait de dire ça, c'était une aberration à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. Non mais pour moi quoi, c'est surréaliste, Tu mais te bon, serais jamais imaginé, dans un comité de direction? mais jamais. Mais après c'est le poste et tout, mais encore une fois, c'est parce que, j'étais la seule personne un peu, cet électron libre, créative, voilà. Donc c'est clair que j'incarnais dans ce lieu qui avait quand même 200 employés, hein, ou 100, mais j'étais ça. Donc à un moment, ça avait sa place dans le développement. Ça avait sa place. C'est intéressant ce que tu dis. Ça avait sa place malgré qu'on n'ait pas effectivement le profil type, entre le fait d'avoir une personnalité, que tu décris, atypique, électron libre, jeune maman solo, d'une petite fille. Enfin, ouais, tu coches pas les cases, de base qu'on peut attendre, mais en fait si, chacun a sa place. C'est voilà, mais puis autour, il y avait, le directeur financier, la directrice commerciale, des trucs, l'économa, enfin des voilà, bon, il y avait moi aussi, j'avais ma parole, voilà. Après, j'étais pas fofolle, non plus, hein. Je reste structurée et il y avait des boulots et on bossait et tout roulait, sinon ils m'auraient pas gardée. Je pense que personne m'a jamais fait la la charité, mais voilà. Donc là, ça a été, un moment de vie, vraiment un espèce de trauma déjà parce que moi j'étais un couteau suisse, puis en fait j'avais le sentiment d'exister parce que j'étais au club, donc en fait d'avoir complètement conçu mon job. Je l'ai inventé mon job avec ce couteau suisse, qui faisait de la boutique à la programmation artistique, qui dirigeait la communication, ça, et je me suis dit: «Putain, sortie de ça, où est-ce que je me vends? Comment?» Et puis l'époque avait changé, c'est-à-dire que, je le dis à ma fille, mais je sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui, mais tout a tellement changé. Quand je parlais de démarrer en ayant, pas le bac en poche et alors que c'est pas obligatoirement des relations. Sincèrement, bah, je reviens là-dessus 2 secondes parce qu'on pourrait dire: «Ah, c'est la fille de Pierre Mondy, elle a démarré dans le théâtre». C'est très simple. Donc précision, parce que, vraiment mon père vient enfin de rien, s'est fait tout seul, mes grands-parents se sont saignés pour qu'il monte à Paris au cours Simon, enfin voilà. Donc j'ai eu une éducation, avec beaucoup de valeurs, de respect du travail, vraiment le travail est quelque chose de très important, et j'ai en majorité été élevée par mon père. C'est pour ça que je parle, voilà, beaucoup beaucoup de lui, enfin voilà, dans mon schéma familial. Enfin ma maman était là, hein. Il a eu cette intelligence
de me laisser déjà quand tu as 17 ans, j'ai dit, il était d'accord, hein, lui étant d'une génération où on pouvait faire beaucoup de choses, il n'a pas eu le bac non plus, enfin voilà, donc c'était générationnel. OK, tu veux arrêter, mais tu veux faire quoi? Tu restes pas à glander. Je suis restée 6 mois à essayer de postuler dans des auto-écoles, des trucs de loose, enfin pas c'est pas loose. Ce que je veux dire, c'est qu'à 17 ans, je cherchais un puis personne voulait de moi, puis j'étais mineure et puis enfin voilà, c'était plus compliqué ou plus simple, je sais pas. Bon bref, c'était comme ça, à l'époque et au bout d'un moment, il m'a dit, je suis venue dans son bureau, il m'a dit: «Bon, on fait quoi?» Il m'a dit: «Ah beh, je vais être attachée de presse». Sa première réaction a quand même été de dire: «Est-ce que tu veux être actrice?» Pour lui, c'était une évidence que je sois actrice. Donc il m'a dit: «Je te préviens, si tu veux être actrice, tu fais des cours, tu fais les cours Simon». Comme lui quand même, il fallait que quelqu'un reprenne la crèmerie, personne l'a reprise, mais bon. «Tu fais les cours Simon» et je lui ai dit: «Non, non, moi j'ai pas du tout envie, enfin voilà, je veux bosser dans ce milieu-là, mais pas à cette place-là, je vais être» et mon père, c'est dingue, m'a dit à ce moment-là, donc j'avais 17 ans, hein, il m'a dit: «Tu verras, attaché de presse, tu vas faire ça un temps, ça va te gonfler, tu continueras pas à faire ça». Bref, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit: «Je vais te donner un coup de main. Ce sera le premier et le dernier». Et mon premier stage, en effet, je le reconnais, c'est lui qui a décroché le téléphone, qui a dit: «Anne doit faire un stage», bon bref. Donc le fameux stage au départ où je n'étais pas rémunérée, les cafés, les sandwichs, donc on m'a pas donné, des choses super intéressantes à faire parce que j'étais la fille d'eux. Et après j'ai toujours pensé qu'on gardait pas quelqu'un 4 ans si elle faisait pas l'affaire. Et ça a été la seule et unique fois où mon père m'a aidée dans toute ma, vie professionnelle. Qu'est-ce que ça apporte pour, les parents ou quoi qui ont la facilité? Petit conseil, je me permets, d'user des relations et cetera. Je lui en ai voulu, je l'ai détesté mon père, parce que j'ai été au chômage aussi. Il y a eu des moments où je bossais pas, où je comptais mes centimes pour acheter mes clopes, voilà. Et à un moment, je me souviens lui dire: «Papa, tu peux pas appeler Gérard Louvain?» Enfin voilà, il bossait avec la terre entière quoi, donc et tout. Non. Ah déjà mon père, il avait un truc, c'est ne rien devoir à personne. Je pense que j'ai aussi ce truc-là. Ah mais c'était impossible. Donc aujourd'hui, je me dis que quoi que j'ai fait dans ma vie, en plus après j'ai pris complètement des directions très éloignées de lui. J'ai plus du tout, après le théâtre, c'était fini. J'ai bossé avec des gens qu'il ne connaissait pas. J'ai cet aplomb, cette sécurité, cette confiance en moi par rapport à ça, mais par rapport à tout ce que j'ai fait et de m'être construite, je ne lui dois pas. Et je crois que c'est très important et je pense que je suis quoi qu'il arrive avec mes moins, j'ai pas eu que mais je crois que c'est très important de le dire parce que moi c'est ce qui me rend solide. Aujourd'hui dans mon parcours professionnel, en tout cas, quand on me pose la question ou même de moi par rapport à moi, c'est très important parce que je partais de rien. Moi, j'étais vraiment, l'enfant, mon père, il me disait toujours en rigolant, je précise là, il me disait: «Oui, bah, tu vas finir aux hôtesses du nom», enfin voilà, il disait: «Beh, tu mignonne, tu enfin» et puis j'ai eu une éducation, par quelqu'un qui était un peu macho, donc lui, il s'est dit: «Ah bah, elle va épouser quelqu'un», enfin en plus j'ai fait tout l'opposé, comme je voilà, même dans ma vie perso, «mais elle va épouser quelqu'un et puis elle va être à la maison» et puis voilà, c'était ce schéma, «Anne va pas travailler» quoi, quelque part, enfin j'ai été un peu élevée dans ce cadre-là. Donc bah, je l'ai pas fait par opposition, mais fatalement j'ai un parcours, voilà, Quand tu dis que ça te rend solide, ça te rend fière? ça me rend fière. Je suis très fière. Tu es très fière de ton parcours? Ouais, parce que, j'aurais jamais cru ça, parce que je me suis démenée, je me suis accrochée, j'ai eu plein de moments, de doute mais je doute encore, hein, j'ai l'air vachement, mais j'ai pas confiance en moi, en plein de choses et là, on se parle, c'est couillon, mais je t'ai dit, j'ai mes petites notes, j'ai eu longtemps, je l'ai moins. Alors si, je l'ai encore un peu parce que j'ai changé complètement de métier. Là, on parle, de ma première vie, mais mon Dieu, donc en changeant, de métier, ben, on reprend un peu ce syndrome de l'imposteur, on se réinvente, on redémarre à zéro donc voilà, enfin pour répondre à ta question et pas partir en digression, directe, je me sens solide de ça c'est une vraie force. Voilà. C'est quelque chose auquel tu te raccroches pour, justement dans ces moments de doute, de te dire: «Waouh, attends», quand tu regardes, ton parcours, tu dis: «Attends, Non mais c'est canon, quoi». voilà quoi, enfin il y avait pas, plus nul que moi à l'école. Alors par contre, waouh! Je croise encore plein d'amis de cours ou quoi. Alors je ne sais pas quel personnage, encore une fois, j'étais, mais j'étais la déconneuse, la chef de bande, on dirait aujourd'hui, la personne, populaire. Je rigolais tout le temps. Enfin voilà, j'avais la déconne en moi, quoi.
terrible, me faisait virer de partout, enfin bon, mais bon, c'est pas ça bon voilà, je sais aujourd'hui, pourquoi je l'ai fait, quoi qu'est-ce, bon, mais je pense que j'aurais pu, bon voilà, j'avais pas le cadre, j'avais pas l'envie. Si quelqu'un, tu vois, la jeune fille là, que tu étais nous écoutait là, aujourd'hui écouterait, tout ce que tu es en train de raconter, tu aurais envie de lui dire quoi? Tu penses qu'elle penserait quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire, «Tout est possible». Vraiment, pas reste toi-même parce que je pense qu'on évolue, tous les jours, la vie nous fait évoluer donc ce qui est important, c'est de rester aligné avec ce qu'on est au moment. Bah, au moment T, moi, j'étais pas la même, j'avais pas les mêmes envies, il y a 20 ans, j enfin, on apprend la maturité, l'expérience, tout ça, faut être aligné. Moi, je sais que, pareil, ma grande fierté, sans dire: «Ah waouh, je suis fière de tout», c'est en effet d'exister et d'avoir fait des choix qui me permettait d'être moi-même. Ça, c'est pour moi extrêmement important parce que je n'aurais pas dû trouver ma place. J'ai vraiment, quand je dis atypique et je me suis réinventée professionnellement parce que j'ai pas retrouvé ma place, mais parce que je me suis, structurée, orientée, j'ai appris des métiers, avec ce que la vie me proposait, mais les opportunités, je les ai saisies mais j'ai toujours été portée par le cœur. Un artiste, je me souviendrai toujours comme Daniel Lévy que j'aimais beaucoup. Personne ne le connaissait, il chantait dans un tout petit bar et un jour je suis sur une radio, je sais même plus comment s'appelle cette radio, qui était une radio minuscule et j'entends une chanson que j'écoute toujours, tout le temps, elle est j'écoute cette chanson et je fais à la radio. Et je suis le cœur, j'ai les poils qui se hérissent, le cœur qui bat et je sais pas ce qui me prend. À ce moment-là, quand je parlais d'impulsivité, ça peut être cette impulsivité-là. J'appelle la radio et je dis: «Oui, bonjour, je suis attachée de presse, machin, je voulais savoir» et je suis pas quelqu'un de culotté, hein. Je sais pas démarcher et tout. À ce moment-là précis, je ne sais pas par quoi je suis poussée, par quoi, et j'appelle et je dis: «Voilà, je voulais savoir qui était le producteur de Daniel Lévy, gna gna gna». Vraiment, je sais pas, 3 jours après, je reçois un appel: «Oui, bonjour, c'est Albert Cohen», qui est quand même le producteur des 10 commandements et compagnie aujourd'hui, enfin et de plein d'autres spectacles d'ailleurs, homme que j'adore, enfin voilà, aussi. Enfin, en fait, j'ai eu beaucoup de gens que j'aimais beaucoup dans ma vie. Voilà, en tout cas très inspirants et qui m'ont fait confiance, donc quoi qu'il arrive. Tous les gens, à un moment qui ont dit: «On parie sur elle», je suis hyper reconnaissante. Vraiment, j'ai une reconnaissance infinie et ben, il m'a dit: «Bon, on m'a dit que vous aviez appelé à la radio, machin, on m'a transmis le message, justement, voilà, Daniel est distribué par AB, Productions à l'époque, mais on cherche une attachée de presse, machin». Je me suis occupée de Daniel et Bataclan, parce que j'ai appelé une radio et Ouais, parce que tu as suivi ton cœur, ton intuition, parce que non seulement, ouais, tu es très connectée et de toute façon, quelque part, tu as pas le choix, c'est plus fort que toi, donc le cœur, s'ouvre comme ça, comme tu dis, de façon, impulsive, ça te fait passer à l'action, quoi, donc ça te lance dans ce premier petit pas qui va après ouvrir, bah, le champ des possibles, donc être à l'écoute de ça, c'est une compétence, incroyable. d'un autre côté, tu me dis: «Anne, bon, alors là, faut démarcher». Faire du phoning, mais je ne l'ai jamais je suis incapable de faire ça et c'est là où je parle de ma personnalité, je ne sais pas me forcer. Quand je disais: «Je peux pas m'occuper de quelque chose, je ne sais pas faire», même dans mon art aujourd'hui, je ne peux pas, c'est impossible. Je ne peux pas sortir, pas du tout, je sors de ma zone de confort, mais je suis incapable de ne pas être alignée, de ne pas être mais ça, c'est un truc que je ressens, même là, je te le dis, je le ressens dans mon corps et je ne sais pas me forcer. C'est pas un bon conseil, hein, que ça, pour le coup. Je sais pas si je dirais ça à la jeune fille, je sais pas, ma fille de 21 ans, je lui dis pas, alors si, je pourrais lui dire: «Ne te force pas, reste, hein», mais à un moment, il faut faire des concessions, j'en Ah ai mais fait. tu les as faites quand même, quand on voit ton parcours, quand on voit les rythmes de travail que sont justement les attachés de presse, le Club Med, tout ce que tu as fait, enfin les contraintes, tu les as prises, tu as fait avec, mais parce que tu étais aligné avec ton cœur et que du coup c'est donc en fait ça dépasse à un moment donné, c'est peut-être une balance et effectivement si le cœur y est pas, ça fait partie des critères quand même, essentiels d'être aligné avec ses valeurs. Enfin à un moment donné, sinon enfin moi j'en suis convaincue que l'épanouissement professionnel, si on n'est pas, aligné avec qui on est, ça me semble compliqué et c'est là où justement peut-être, tu vois, je me dis, c'est là où on peut réussir à dépasser certaines contraintes en fait,
parce que le cœur est tellement fort et l'alignement est tellement là que on est OK. C'est hyper inspirant ce que tu dis, hein. C'est une évidence. Je voilà, je crois et j'y crois parce que je suis, l'exemple de ça. Je peux pas transmettre, autre chose. Alors ça demande de la pugnacité, du courage, de voilà et puis on se plante. Je me suis vraiment plantée parce que, bah, la bascule, si on avance et alors j'ai repiqué au théâtre en tant que productrice, c'était super. Puis pareil, la boîte, a mis la clé sous la porte donc bon, voilà. Ouais, tu as eu déjà plusieurs bascules, mine de rien professionnelles avant de te lancer en tant Et qu'artiste. paniquante, parce que quand on peut pas alors plus les années avancent et là, c'est là où moi, il y a mon carrefour de vie, mon vrai carrefour de vie, c'est que on me démarche, j'ai cette chance-là, alors par relation et tout, donc moi, tout s'arrête, donc qu'est-ce que je vais faire? Enfin moi, c'est des moments de désarroi, de tout, puis j'ai besoin de bouffer et puis j'ai ma fille, enfin voilà, qui dépend de moi enfin voilà, je peux pas, enfin je peux pas quoi, enfin, Ouais, ouais. je peux pas rester, c'est pas donc c'est et puis sans se dire: «Ah bah, j'ai un parcours bien tracé, des compétences». Puis les époques évoluent, donc à un moment, je sais pas, j'ai quel âge à ce moment-là? 42-43 ans, j'en ai voilà, c'était il y a 10 ans. Voilà, il y en a plein qui poussent derrière et puis, moi avec mon couteau suisse, bah, ça fait flipper les gens et puis, les métiers changent, ben, le théâtre, il y a plus d'argent. Bah, voilà, tout a changé et malgré tout, par relation, il y a la piscine Molitor qui doit réouvrir. Ils cherchent quelqu'un pour s'occuper de la direction artistique. Il se trouve que Sébastien Bazin, qui est le directeur, enfin le PDG, CEO comme on dit d'Accor et de Colonie Capital, enfin voilà, qui avait été un peu à l'initiative de ce projet, qui lui tenait à cœur, me reçoit et connaissait ce que j'avais fait pour le Club Med World. Et voilà, il y a quand même ce lieu, le Club Med World, on n'y croyait pas beaucoup, enfin les gens n'y croyaient pas beaucoup et on en a fait un truc, quand même de dingue. Et en gros, lui me demande de refaire un peu ça à Molitor, donc un lieu, qui bouge, qui vit, de faire une programmation artistique et cetera. Mais il décide pas, c'est-à-dire que lui, il dit: «Bah voilà», il est un peu, comme ça, pareil, très créatif, enfin ces mecs, bon voilà, qui sont en réunion toute la journée, donc à un moment ça les fait sortir eux de leur univers, très carré, donc moi c'est chouette, je représente toujours ça. Un peu le côté évasion, pas Côté évasion évasion. et voilà, un peu fun mais après il y a toute une hiérarchie derrière et alors là, pour le coup, je peux vous dire qu'à Colonie Capital, déjà c'est des financiers et là, c'est le cauchemar pour moi. Je me retrouve à faire un entretien avec un supérieur hiérarchique qui a 25 ans, qui me fait passer un entretien, comme si, je sortais de l'école et que j'avais 18 ans, qui me repose la question horrible, mon trauma de vie: «Combien de langues vous parlez?» Et je me retrouve à me vendre comme une enfant à, voilà, ce jeune homme, hein. Bon, en plus, là, pour le coup, à mon côté, très entier, voilà, on peut pas dire qu'on ait eu un grand coup de cœur, voilà. Je pense que dès le départ, sincèrement, en gros, tout le monde je vais le faire très court, tout le monde voulait ma peau parce que j'avais été un peu imposée et qu'en fait, tout le monde voulait, au sein de Colonie Capital, je pense, mettre quelqu'un d'autre à ma place, quelqu'un, qui avait des grands diplômes, qui parlait 10 langues, voilà. Donc moi, c'était un moment de vie, mon père était parti, enfin voilà, qui était, très compliqué aussi et puis encore mes valeurs, encore mon alignement. J'assiste, au-delà du fait que je trouve qu'on me maltraite. Émotionnellement, je gère pas du tout bien parce que je sens cette pression. C'est ce qu'on appelle du harcèlement, vraiment du harcèlement. Donc je gère pas du tout. Alors, ils sont très malins, je pense que je suis un livre ouvert, donc ils appuient sur tous les bons boutons. Que moi je vire, à la névrosée, c'est-à-dire que je quitte les réunions en claquant la porte. Non, mais voilà, émotionnellement, je sombre, mais dans une dépression de toute manière abyssale et enfin abyssale, oui, quand même et j'assiste à des réunions, bon, je devrais pas dire ça, ils vont me coller un bon, où je trouve qu'on respecte pas beaucoup le client. En fait, c'est impossible pour moi de travailler pour cette boîte. C'est impossible de faire ce projet, puis j'ai pas les éléments pour travailler, je peux pas recevoir enfin rien n'a été conçu pour que je fasse mon métier. Donc je rentre tous les soirs en larmes, je suis désespérée. Puis là, vraiment, je me dis: «Je peux plus, en fait, tout ce milieu-là de la com me fatigue, me saoule, je suis plus alignée avec tout ça, j'en ai marre de faire semblant, j'ai jamais fait le tapin, j'ai pas envie de le faire, enfin, tout ça et ça devient c'est plus fort que moi. Je claque la porte 1 mois et demi avant la réouverture de Molitor.
quand je parle d'impulsivité. Voilà, ne faites pas comme moi, mais je ne sais pas faire Ah, autrement. je sais pas, hein, je sais pas, ne faites pas comme moi, être en dépression, pleurer tous les soirs, être Alors malmenée, harcelée. ça oui, j'ai pas très bien organisé les choses non Ouais, c'est ça, mais des fois, il y a des notions d'urgence aussi, de santé mentale. Enfin, à un moment donné, on est sur ces sujets-là maintenant, facilement, mais c'était peut-être moins le cas, mais ne restons pas dans des situations comme ça ou alors, enfin, f En sur effet, c'était vraiment moins c'est pas si vieux que ça, mais moi, j'ai été la névrosée, la cinglée de service et on me l'a dit clairement. Donc en plus, on se remet en question. Enfin, c'est un enfer ces situations. comment tu t'es remis de ça? Avec, 8 bons mois de rien, Le du vide? Mmh. de faut que je me réinvente. Là, je suis plus apte. Je ne peux plus faire ça. Je ne veux plus avoir ces entretiens, je ne veux plus et puis alors là, il y a une nécessité absolue d'être là, plus que tout, enfin d'être complètement moi-même, sans entrave, sans hiérarchie, enfin sans hiérarchie, sans être obligée de m'adapter à un métier. Je sais pas comment dire, à des Ouais, être codes. en suradaptation tout le temps, quoi. Je peux plus. Là, à ce moment-là de ma vie, en plus à titre personnel, voilà, Luna est plus grande, voilà, je l'ai bien élevée, je me suis encore, prouvé plein de choses, j'ai géré, enfin, je suis encore plus forte de mon expérience personnelle aussi et des choses que j'ai traversées, des deuils, des moments, enfin, à ce moment-là sur Molitor aussi, donc je reviens 2 minutes à mon père, mais plus par rapport à la notoriété. Papa n'étant plus là, je ne voulais pas, j'ai toujours eu une très bonne réputation dans mon métier de communication, donc tout ce que j'ai raconté au préalable. Je ne voulais pas que notre nom soit associé à ce lieu, à un échec. Moi qu'on dise: «Oh là là, mais le lancement de ce truc-là, mon Dieu!» Ouais, c'est Anne Mondy. Je voulais pas. Et je me sentais une responsabilité, mais de valeur, de vision des choses, je pouvais pas. J'ai pas été élevée comme ça. Je suis pas on c'est il y a un manque de respect par rapport aux clients, par rapport je pouvais pas. Et donc c'est pour ça que tu es partie juste avant l'ouverture, comme ça, du coup, tu es pas associée, quoi? Et puis je me suis dit: «Ça va me détruire ma réputation». Très sincèrement, j'y serais allée, j'étais bon. Donc ça a été un grand moment de remise en question. J'ai mis beaucoup de temps, ça m'a brisée vraiment je me sentais nulle, alors là, pour le coup, ça avait effacé, tout ce que j'avais fait avant, quoi. C'était un échec, terrible et en me disant: «Putain, le temps a avancé et là, on me demande des choses, j'ai pas fait d'études». C'était un tout à coup, tout ce que j'avais fait, pas à l'arrache, mais ce que j'avais construit n'existait plus. Je vivais dans un truc où tout à coup, pour avoir, décroché un rendez-vous, fallait, montrer patte blanche de diplôme, montrer patte blanche d'être tri et là, je me suis dit: «Putain, waouh, là, c'est chaud». Là, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est me dire: «Je suis inapte, faut tout que je réinvente, quoi». Je me dis, par facilité, moi, de toute façon, je sais pas f ri je suis obligée de faire de la com, je sais rien faire d'autre au départ et puis je me dis: «Bon, je vais remonter». Alors je me dis quand même: «Je vais être agent d'artiste», mais bon, sans grande conviction. Mais oui, j'ai quelques artistes qui m'auraient bien suivie parce que je suis une maman, parce que je me défonce pour les autres, parce que c'est sûr, je m'en serais très bien occupée et comme et puis en fait, je me dis: «Il faut» donc là, je prends le parti de me remettre à mon compte et tout et puis, ça traîne. Je me dis: «Il faut que je fasse un logo», je le fais pas et puis c'est les vacances d'été, puis en fait, je procrastine. Voilà, je deviens la reine de la les choses viennent pas. Du tout. Je me force, c'est pénible, je le sens pas, enfin, gros mal-être et je pars en vacances, chez un de mes meilleurs amis. Il se trouve quand même, donc je reviens, que je fais du collage quand même depuis que je suis gamine. Voilà, je recouvrais, les murs de ma chambre de collage. J'aurais adoré la presse, les magazines, je faisais avec les punchlines, enfin, tout ça a toujours, existé. Puis c'est mon côté, créatif et tout ce chemin de rien faire, en fait, je pense que j'ai, était en gestation de je suis peut-être moi-même une artiste. Je me suis occupée des artistes, mais en fait, ta personnalité, ta créativité, tout ça, beh, c'est peut-être que tu es une artiste. Comment, quoi, qu'est-ce? Je sais pas, mais il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu exprimes qui tu es à ta manière, ce que tu as des choses à donner, tu réinventes et mon ami me dit: «Écoute, les collages que tu fais», alors qui étaient des petits collages, hein, très, tout ça a quand même beaucoup évolué, mais tu en fais pour des anniversaires, des trucs. Pourquoi tu essayes pas? Essaye quoi, enfin, essaye de vivre de ça ou fais ça, vois et là, tout à coup, j'ai trouvé ça, j'ai dit: «Bon allez, soyons fous». De toute manière, je savais pas quoi faire d'autre.
J'avais rien à faire. Il fallait que je bosse, fallait que j'ai un but, fallait que voilà, il fallait. Je me suis accrochée à ça et puis, moi je voulais pas du tout le mettre sous mon nom parce que alors là, le gros retour du syndrome de l'imposteur, puis même quand je vois mes collages d'il y a 10 ans, sincèrement, enfin voilà, c'est très C'est les débuts, quoi. voilà, enfin c'est très scolaire, on va dire. Ah, c'est marrant, c'est scolaire. Ah oui! Hyper scolaire là, pour le coup. Très, aligné, mes petites images, enfin bon, bah, je regarde ça aujourd'hui, mais c'est génial, c'est marrant. Oui, 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 avec de la tendresse, quoi, Ah de oui, des oui, débuts, vraiment ouais. et je préfère quand même que les photos traînent pas trop sur internet, mais j'ai immédiatement ce mot-là, Pepperthorn, qui me vient. Je me dis: «Oh, je le fais pas sous mon nom», et je regarde sur l'INPI, Pepperthorn, libre de droit. Donc Pepperthorn qui veut dire papier déchiré. Bon, OK. Bah, je prends le nom direct et puis, je me souviens, je déchire des lettres comme des lettres anonymes là, les P, les A et je fais mon premier logo que je prends en photo avec mon appareil photo comme ça, mon logo, donc j'envoie à l'INPI. Le truc était lancé et comme je suis excessive et entière et qu'à ce moment-là, j'ai besoin de 100 de j'envoie un mail, je pense que je devrais le retrouver, à la terre entière, c'est-à-dire que tous mes contacts de boulot, donc comédiens, chanteurs, producteurs, en disant: «Je change de vie, je deviens artiste». La nana cinglée. Je pense que les 3/4 des gens se sont dit: «C'est très elle, mais elle est folle, quoi» et puis quel besoin d'aller même aujourd'hui, je me dis: «Quel besoin d'aller le dire à la terre entière», mais quelque part, je voulais fermer quelque chose en disant: «Ne me contactez plus». Je voulais, fermer cette page. Voilà, je pense que je me suis inconsciemment, je fais beaucoup de choses inconsciemment aussi, fermé, une vraie porte symboliquement. Est-ce que tu dirais qu'on est, toujours dans ce schéma où justement, là, le cœur était là, l'alignement et donc du coup, bah, là, le passage à l'action, tu disais que tout à l'heure, tu étais sur le passage d'avant, reine de procrastination, sauf que là, boum, ça fait écho, le cœur s'ouvre, tac et là, par contre, go, quoi. Oui, vraiment. À ce moment-là, j'y crois. À ce moment-là, j'ai plein de trucs, où je me dis: «C'est ça». En fait, mon amour de la déco, des couleurs, du goût, je suis hyper manuelle, je suis hyper bricoleuse, parce que j'avais pas de mec pour, non, enfin, j'ai appris à bricoler, j'adore ça, quoi. Enfin, ah là là, les mains dans j'adore, je suis un vrai mec, pour ça et tout ça prend un sens et là, je pense beaucoup à ma mère. C'est-à-dire que mon art du collage, c'est la mise en scène de mon père, bah, tout ça, toutes les inspirations que j'ai eues, mais j'ai une mère qui était une artiste plasticienne, qui ne s'est jamais, fait confiance, qui ne s'est jamais révélée et qui n'a jamais bossé, mais qui à la maison dans la cave, faisait des trucs, mais incroyables, je ne lui arrive pas à la cheville. Elle faisait des trucs avec des os de poulet, des plumes et un jour, bon, elle était très excessive, mais à un stade, elle a tout balancé à la poubelle. Je t'assure, c'était un truc de dingue et quel gâchis! Quel gâchis! Mais elle m'a transmis ça et tout à coup, donc maman est partie il y a 6 ans, mais je me dis, en fait, voilà, le doux mélange de mes parents, de mon éducation, très curieuse, très, anarchique, curieuse et là, on est dans la reconnaissance infinie de tous les travers et toutes les, pas névroses, mais tous les trucs, plein d'originalité ou de je sais pas, tout ça s'incarne en moi, en fait et à chaque fois que je travaille, voilà, mes mains, c'est ma mère, la mise en scène non, enfin, la mise en scène, c'est il y a quelque chose de très familial, de tout ce qu'on m'a transmis quelque part. Alors en effet, qui n'était pas, un cadre, qui n'était pas obligatoirement une stabilité, enfin tout va bien, hein, c'était pas Zola, heu mais on était très loin de la famille, heu Traditionnel, voilà, ouais, ouais, ouais. exactement, donc avec, ce que ça comporte, mais là justement tout ça, ça devient un plus aussi. Heureusement que j'ai pas été dans une famille traditionnelle. Heureusement que ma mère était fantasque et faisait des trucs incroyables et avait une imagination débordante. J'ai assisté à tout ça, j'ai été nourrie à tout ça. Alors, ça met du temps, je tâtonne, je suis très aidée de mes amis. En plus, comme papa vient de partir, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde se dit, j'étais quand même très proche de mon père, elle va vriller, elle va décrocher quoi, enfin elle bon, au final, bon, bien évidemment, il y a la tristesse. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie, mais je pense qu'à ce moment-là, tout le monde se dit, elle se raccroche à son boulot, à cette nouvelle, orientation professionnelle et très gentiment, alors elle se démerde pour m'acheter des toiles, des trucs. Enfin, je sens un peu le copinage, mais bon, c'est mignon, vraiment merci. Tu te fais materner à ton tour, en fait. Ouais,
Oui, ça m'arrive peu, hein. Je crois que c'était, voilà, c'est très léger. Non, enfin très léger, par rapport à toute ma vie, mais Tu as été soutenue en tout cas à ce elles m'ont moment-là, quoi. aidée, c'était mignon, c'était pour lancer le truc. Ça a été long. Puis après, il y a eu des accidents, de vie. Enfin voilà, des trucs qui font qu'on n'a plus d'inspiration. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, ça a été long à sortir. Malgré tout, je pense que je dis que je suis artiste, que je l'assume, et cetera depuis 3 4 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour, accepter. Puis le collage, c'est très compliqué. Là, il faut s'en foutre. Donc là, faut encore une fois être soi-même, faut croire en ce qu'on fait, faut se dire que c'est très bien d'être différente. Le collage, c'est l'art du pauvre. Moi, tous les jours, on me dit: «Ah, ma grand-mère, elle fait du collage. Ah, ma fille de 2 ans, elle fait du collage». Bon, c'est sûr, c'est pas valorisant. C'est sûr, mais à un moment, ça aussi, je me dis: «C'est génial, je fais un art populaire». Tout le monde fait du collage. Mais par contre, aujourd'hui, ce que je me la plus grande récompense, c'est quand quelqu'un voit une de mes toiles, me dit: «J'ai su tout de suite que c'était toi». Personne, par contre, fait du collage comme je le fais. Il y en a plein d'artistes fantastiques et d'ailleurs le collage, on repompe, hein. Moi, Villeglé, tout ça, c'est mes inspirations et quelque part, j'ai rien inventé, hein. C'est de la réinterprétation, c'est bon, mais et alors? Tous! Mon père, il adorait Gabin, il a chopé plein de trucs, je dis n'importe quoi à Gabin, mais tel écrivain, bah, à un moment, faut être nourri, faut être Bien nourri sûr, mais bien d'autre sûr. chose. Avant que vous faites ça, ben, à un moment, je sais pas, il y a bien des journalistes, des qui vous ont inspiré, qui vous ont nourri, donc quelque part, heureusement qu'on prend des exemples. Donc j'ai pas du tout, par contre, l'impression, là, de piquer de trucs. Je réinvente. J'adore cette idée. Donc j'ai beaucoup affiné parce que c'était le côté: «Hein, ouais, c'est nul». Enfin vraiment, j'en entends encore, c'est: «Ouais, bon». Je m'en fous. Bah, à la rigueur, ça m'a donné la niaque parce que je savais que ça fonctionnerait et là, pour le coup, j'emmerde vraiment le monde et je fais comme je veux. J'ai pas d'agent, je fais ce que je veux, je vends au prix que je veux. J'ai beau être cotée, si j'ai envie de vendre la moitié du prix, à quelqu'un, je le fais avec mon cœur, je le fais, j'expose, exposer dans des galeries avec plaisir, mais ça me gonfle aussi. J'adore exposer dans des restos ou dans des lieux de vie. J'adore que les gens repartent avec leurs toiles, parce qu'ils ont eu un coup de cœur et qu'ils ont dîné, toute la soirée, devant ou même, c'est une reconversion que je fais sans ego, pour le coup. Des attentes, parce que c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. J'ai profondément envie, voilà, de continuer à évoluer, à faire des choses. J'ai d'ailleurs, hyper ouvert tout ce que je faisais, mais là, ça marche vraiment parce que je le fais avec simplicité. Je le fais sans me prendre la tête. Qu'on me dise à un moment: «Mais ouais, mettez une de mes toiles dans les toilettes, c'est génial, c'est le moment où ça se vend le mieux», je vais vous dire. Voilà, bah, il y a plein d'artistes qui trouveraient ça déshonorant et tout. J'en ai rien à foutre. Où est-ce que je vais avoir l'ego? Moi? Ben, après et toi, tu délivres quel message? Alors là, les interviews, je les fais, je ne délivre aucun message. Qui je suis pour, voilà, je fais pas de revendications. J'ai moi, des avis, j'ai des convictions, j'ai des batailles, mais mon art, il sert le bonheur, il sert la joie de vivre, il sert les couleurs, il sert la mémoire collective. Ah, on me dit: «Ouais, enfin, c'est simple de prendre des photos de Belmondo, de» et à un moment de faire un tableau, je dis n'importe quoi sur Bruce Springsteen. Alors c'est pas je fais pas que d'ailleurs des célébrités. Après je trouve ça sympa de raconter leur histoire, d'aller chiner des articles de journaux, enfin voilà, de réinterpréter ça comme ça, mais je peux faire des époques, les gens me commandent pour des mariages, enfin je fais des trucs hyper personnels. Les gens m'envoient leurs albums photos, quoi. Les 80 ans d'Alain Delon, on m'a demandé, une toile immense, un ami à lui avec, ses chiens morts, quoi. Je l'ai fait, je le fais, c'est des challenges. Quand quelqu'un m'envoie, les photos de mariage de voilà, je connais personne, faut mettre en scène tout ça et sincèrement, j'ai pas eu de raté, mais parce que je le fais avec mon cœur et que les gens, là encore, un monsieur m'a commandé pour sa maman qui était danseuse, pour Noël. Ses 2 parents étaient danseurs, son papa est décédé. J'ai fait un petit mot en plus à cette dame que je trouvais solaire. J'ai l'impression de connaître les gens quand je fais leur tableau et il m'a envoyé une photo de sa maman qui a un certain âge, mais au bord des larmes avec cette toile. Enfin, moi, ce qui me nourrit tous les jours, c'est ça. Bien évidemment que je suis nourrie par les ventes, bien évidemment. Mais on a besoin de ça, les artistes, indépendamment de vivre, c'est la reconnaissance de notre travail, ça passe par là. C'est hyper agréable de dire: «Ah, c'est magnifique ce que tu fais», mais à un moment, si c'est pour que ce soit dans ta cave
ou que ce soit pas vendu, bah, non, c'est pas assez bien pour que quelqu'un passe, peu importe son porte-monnaie, enfin voilà. À un moment, ouais, on a besoin que ça se vende, je crois à ça et pas, bah, c'est la reconnaissance, ça passe par là, ce qui est aussi quelque chose, de délicat. Moi, je suis pas obligatoirement, comme tu l'as compris, très à l'aise, pas avec l'argent, mais je sais pas parler d'argent, je machin, enfin, ça a beaucoup d'importance, mais c'est drôle, ça, faut l'accepter aussi, que ça passe par l'argent quand même et que ça nourrit. C'est pas quelque chose de vulgaire, quoi. Moi, j voilà, il faut que je le dise, c'est vrai, ouais, ouais, ça c'est une forme de reconnaissance, ouais. Donc j'ai développé, comme j'aime l'humain, je fais des ateliers pour les enfants au Club Med. Heu, mais voilà, je recouvre des voitures. C'est-à-dire que là, toutes les opportunités alors je fais un peu gaffe, j'ai fait beaucoup de choses gracieusement, j'arrête un peu quand même, parce qu'à un moment, il faut vivre aussi, mais avec le cœur, quoi. Enfin, à un moment, on va me dire, voilà, bah, il y a plein de trucs que j'ai faits. J'ai juste dit: «Je veux pas que ça me coûte de l'argent», mais je le fais, quoi. Enfin, en matériel, je veux dire, mais je suis pas payée. Enfin, je parle de recouvrir des voitures, mais c'est des enfin, après, c'est des Lamborghini et des trucs comme ça, hein, je vais pas me plaindre, hein, mais des salons, des trucs merveilleux, mais quand je disais, encore une fois, être dans la vie, c'est les opportunités. Puis chaque chose qu'on fait, aussi peut-être petite soit-elle, apporte d'autres choses. J'y crois. Faut pas se mettre en avant par, encore une fois, par ego. C'est pas un truc de réseaux sociaux, c'est pas un truc de parce qu'il faut être vrai, faut être dans la vérité. Je crois vraiment en ça. J'ai fait les 50 ans du Palais des Congrès, j'ai fait une toile en live, je l'ai fait, c'était génial, c'était un moment, j'étais en salopette et tout. Ben, ça, il y a 2 personnes ce soir-là qui sont passées, qui ont vu ce que je faisais, bah, ils connaissaient pas. Donc ils ont fait: «Waouh! Mais nous, on veut ça pour notre séminaire» et je sais pas si ça se concrétisera. Mais en tout cas, à un moment, on est visible. On est visible et à un moment, faut croire qu'1 ou 2 personnes, waouh! Et puis après, ça fait des petits. Donc par moment, faut savoir donner, pas obligatoirement penser aussi qu'à l'argent. Moi, je sais que les choses sont arrivées aussi parce qu'il y a certaines choses, en effet, que j'ai fait gracieusement. Je me suis donné beaucoup plus de pas de mal que je mais bon, à un moment, voilà, ce qu'il faut savoir le faire, pas tout le temps. Il y a un moment, faut arrêter, élever le pied parce que faut pas que les gens, en abusent. Mais se rendre visible, c'est intéressant cette notion de se rendre visible pour se développer d'une façon ou d'une autre et qu'effectivement, on ne sait pas chaque moment, chaque opportunité, chaque rencontre peut amener à des belles surprises et c'est ce qu'on voit aussi dans ton parcours. Ça a été le cas puisque finalement, on est beaucoup venu te chercher par, ta personnalité, par ce que tu avais fait avant et cetera et donc ça a été toujours, des déclencheurs de d'autres moments de vie professionnelle. Là, pour être dans la transmission, vraiment sans prétention aucune et vraiment j'adore cet entretien. Tout ce qu'on fait, enfin toutes les rencontres en effet peuvent vraiment déboucher, sur quelque chose dans la vie privée, dans la vie mais moi je pense que les gens comme tu dis, sont venus me chercher ou à un moment parce que j'ai fait les choses de la manière dont je les ai faites et que je les ai faites avec le cœur. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais il y a encore, et il faut y croire, quelques personnes qui se disent: «Waouh, alors elle nous a un peu» je l'ai encore vécu là avec le Palais des Congrès où j'ai refait, là je fais de la déco d'intérieur aussi, la vie est bien faite. Mon rêve de toujours. Mais voilà, j'ai refait un lieu, fantastique de 400 carrés au Palais des Congrès. J'ai passé 1 an, je me suis retrouvée, mon Dieu, dans un truc avec des équipes de mecs, des hiérarchies, enfin en plus tout ce que je voilà, j'ai dû repiquer un petit peu. Mais et pareil, décoratrice, j'ai refait le théâtre La Bruyère, mais j'ai peu d'expérience. Donc encore une fois, putain, ils m'ont fait confiance, mais je pense que le 1er jour quand je suis arrivée, ils se sont dit: «Mais qui est cette nana, quoi?» Enfin, Mais ils t'ont fait confiance parce que c'était toi, quoi. À chaque fois, tu mets de et mais tu sais, je suis convaincue qu'on y revient beaucoup à ça, que les gens, en fait, ont besoin de la singularité des autres, tu vois? Ils ont besoin d'aller chercher, de voir des différences, de voir qui sont les gens et de vivre ça. Moi, je suis que ce convaincue de soit ça. pas fake. À l'authenticité plus que jamais. L'authenticité en étant, hyper pro, hyper, voilà, carrée, respectueuse. Je pense aussi dans vraiment les conseils, ça je tous les jours de ma vie et ça on me l'a appris, mon père me l'a appris quand papa est parti, mais on me l'a toujours dit, c'est ce que les gens retiennent de lui, tous les gens qui ont travaillé avec lui, c'est cette humilité, faites attention, du mec qui fait la plonge, dites bonjour, les prénoms, un mot, on n'est personne de plus important par un poste, par un rôle, le respect, la gentillesse. Tout le nombre de fois, que ce soit au Club Med,
tout, la manière dont je me comportais avec mes équipes, avec mes collaborateurs, le nombre de fois où j'ai eu besoin et qu'ils ont été là. Parce qu'à un moment, c'est de l'échange, c'est tout et je vois là sur les chantiers que je fais, bah ouais, il faut savoir dire au mec: «Putain, c'est génial, bravo. Tu veux un café? Tu veux un truc?» Le quotidien de la vie professionnelle, de tout ça, c'est ça. Parce qu'à un moment, quand moi j'ai eu besoin, c'est un exemple, hein, de rajouter un petit mur, mais ça c'est valable dans la vie perso aussi, des exemples j'en ai, de rajouter un mur en papier peint ou quoi, bah, le mec: «Non, non, non, allez, je te le fais». Le nombre de fois, ça parcourt mes journées ça, de gens qui me rendent. Je le fais pas pour ça. Je dis juste qu'à un moment, cette valeur-là, quand on l'a en soi et qu'on la pratique, ça a un effet, Boomerang, bien sûr, quand on incarne ça. pas au moment où on l'attend obligatoirement, mais à un moment, paf! C'est fantastique que les gens te disent, c'est là où je dis aussi comment on le fait. C'est que moi, je pense pas que les gens disent: «Oh bah, Anne, non», on va dire, je pense, hein, elle est agréable à bosser, elle est marrante, elle est un peu casse-couille et hésitante par moment, mais voilà, il y a tout ça fait que mais on dira toujours, «Putain, elle est sympa, elle se prend pas pour, elle est hyper simple». Ah bon, c'était elle la directrice du chantier? Voilà, enfin, sois humble. Humble, tu n'es au-dessus de personne. Tu ça, c'est certainement de l'éducation parce que moi, tous les jours, je m'étonne que quelqu'un se permette ci, se permette ça. Je trouve ça aberrant. Je sais pas si ça s'apprend, mais je crois à ça profondément. La gentillesse, l'authenticité, me Ouais, ça sert. Faut faire attention, faut voilà, mais le quotidien en tout cas, peu importe, tu tombes sur un connard, qui te répond pas, qui te dit pas bonjour, bon, tu te remettras, tu en as rien à foutre, bah, c'est un connard. Mais toi, tu as donné, puis c'est important. Le sourire aussi, même si tu vas très mal. Alors avec les proches, ouais, mais sinon tu as pas à imposer, ta mauvaise humeur ou alors, ça je sais très bien le faire, je peux déraper, alors à la maison, dans le boulot, tout, savoir s'excuser, l'humilité, toujours. Je m'excuse, expliquer. Tu n'y étais pour rien, mais je le fais même avec ma fille, je le faisais quand elle avait 2 ans, quoi. Je m'excuse. on peut beaucoup transférer tout ça de la vie pro perso et en fait, on a tendance à scinder, à se mettre dans des cadres très serrés, très fermés. Dans le cadre pro, ça se fait pas et cetera. Mais si, il y a beaucoup de choses en fait, on peut être soi-même dans la vie pro, dans la vie perso. Il y a pas le fossé, il est pas là, quoi et on peut rester, les mêmes personnes, apporter notre plus-value, tout en étant dans le cadre, la souplesse dans le cadre. Il y a pas de problème avec ça, quoi. Je pense que ce qui rassure, justement, c'est comme en amour. J'ai toujours dit, je me suis pas toujours appliquée à moi-même et à mes copines, c'est toujours plus simple dans ce sens-là. N'aie jamais les choses au forceps. Ne force jamais. Un mec qui veut pas de toi ou une nana, enfin je dis n'importe quoi, tu pourras l'avoir, parce que tu auras fait la danse des 7 voiles, parce que tu seras allé chialer devant sa porte, parce que OK, c'est ce que j'appelle l'avoir au forceps. Ça ne te nourrira jamais. Tu n'auras jamais confiance en cette relation parce que dans un tout petit coin de ta tête, tu auras toujours conscience que tu as forcé et ce que je crois, c'est que il vaut mieux être ce qu'on est et que les gens avec qui ça match professionnellement ou pas ou qui vous acceptent au fur et à mesure du temps. Tout ça, ça nourrit. Tout ça, ça assied la confiance en soi parce qu'on ne ment pas. On est dans la authentique, donc on t'aime pour ce que tu es, mais on parle pas que d'humain, pour tes capacités professionnelles, encore une fois. Surtout aujourd'hui, personne fait la charité. Si tu es là, à moins que tu sois syndiqué et que tu menaces, enfin voilà, après c'est des c'est p bon, voilà, je rentre pas dans le détail, mais voilà, si on veut pas de toi, on se démerdera toujours pour te virer d'une manière ou d'une autre, mais à un moment, qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'être soi-même et et qu'on t'apprécie professionnellement, personnellement pour ce que tu es vraiment. Ça nourrit. Si tu mens, si tu t'adaptes, si tu t'éloignes de ce que tu es, c'est déjà très compliqué, pour moi en tout cas et puis je serais jamais nourrie. Je me dirais: «Ah mais non, les gens ils aiment bien, la Anne, un personnage». Tu vois? On revient au personnage et au fait de jouer un personnage, les RP, tout ça, les relations presse, c'est vachement ça, faut être gna 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 gna. C'est pas moi, je suis plus authentique que ça. J'ai voulu changer de métier, d'orientation pour ça, donc Et justement, là, à cet instant T, comment tu te sens là, dans ton nouveau métier, dans tes très heureuse.
en plus, j'ai fait un petit crochet bizarre, 5 ans à Bordeaux. Mais bon, là, on parle pas de ça, on en parlera autour d'un café ou d'un apéro, mais je vais pas raconter ça, mais je suis revenue à Paris il y a presque 2 ans et je revis, quoi. Je sais pas, je me suis mise sous cloche, j'ai pas été très heureuse là-bas et c'était super pour, ma fille et tout, c'était une expérience de vie et toutes les expériences, apprennent. Ce sera à refaire, je le referai, mais mon Dieu, quel bonheur d'être revenue, dans la vie, dans l'énergie parisienne, de retrouver, ce bordel, cette inspiration, de sortir, justement, de rencontrer des gens et avec qui tu peux déclencher des projets. Ils se font pas, mais encore une fois, d'être dans la vie, quoi. Dans la vie, je peux pas alors avec ce qu'elle apporte, hein, je vois le côté plein et je suis aussi dark que je peux être positive, mais je pense que profondément, je suis très positive, et que je le travaille. C'est pas «Oui, oui» au pays des jouets chez moi, c'est pas, voilà, mais on fait quoi sinon? Bah, ouais, puis on a le droit d'aller mal, on a le droit de rester dans son pieu, 3 jours parce que, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on a le droit. Cool. Faut prendre et je pense surtout, faut être dans l'énergie. Je pense que le job, amène le job, le travail. Je crois vraiment au travail. Faut bosser, peu importe ce qu'on fait, faut bosser. Quand je pars en vacances, c'est un luxe, mais en fait, je suis revenue nourrie, parce que c'est mon job, mais je pense que ça doit être valable pour tout le monde. Tout est inspirant et ça, obligatoirement que ce soit conscient. Chaque moment qu'on vit est une mais je pense que voilà, le corps est très bien fait, le cerveau est bien fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui se font sans qu'on en ait conscience et à un moment, ça ressort, que ce soit dans l'écriture d'une page, dans on a lu un truc, on a un truc qui revient. Enfin, je trouve que c'est toute une harmonie et un échange et on est une machine bien faite et le principe, c'est ouais, voilà, d'être connecté aux choses et de faire avec. De toute manière, je suis pas une pro du lâcher prise, hein, je bosse beaucoup pour, mais de toute façon, faut faire avec. On a une vie, elle est là, faut se réinventer. Moi, je me suis toujours réinventée, vraiment. Je me réinvente. Je pense qu'à un moment, quand on stagne, quand on n'est pas bien et mes vœux, c'était, je te les enverrai, mais c'était de l'audace, encore de l'audace, enfin, faut se réinventer, faut pas stagner, faut pas rester là où on n'est pas bien. Alors après, il y a des moments où le faire. Moi, quand j'ai changé de job, je précise, j'étais propriétaire d'un appartement, je ne le suis plus aujourd'hui, donc la vie est faite aussi plein de voilà, mais parce que j'avais charge d'âme aussi, donc tout change quand on a aussi un enfant, donc faut savoir à qui on s'adresse. C'est pas la même chose, on se barre pas le cul dans le vent, de la même manière, quoi. Donc là, pour le coup, tout ce qui concerne ma fille et tout, voilà, je tout est hyper carré. Donc là, c'est pas je claque la porte et donc malgré tout, je fais les choses à un moment. Faut le caler, faut pas tout envoyer, péter avec, 2 enfants à charge, un mari qui bosse plus, qui est en recherche. Je dis n'importe quoi, mais il y a des moments de vie où on peut le faire, faut le faire comme ça. Mais que si on a la moindre le courage, la force et le petit moment, ce qui est une chance, hein. Il y a des gens, voilà, faut bosser, mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience de cette chance. Faut bouger. Faut s le mot exact, c'est pas bouger, c'est se réinventer. Se réinventer. Et justement, pour terminer, comment tu aimerais que ton parcours inspire, ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'était pas gagné, C'était pas gagné. Alors ça, c'est génial. vraiment. La cancre, j'ai entendu des choses, tellement de choses, c'était vraiment pas gagné, vraiment. Et ça va continuer, hein, mais parce que je me donne les moyens, parce que j'ai bossé, parce que mais même sur moi, hein, enfin énormément sur moi. Alors peu importe les thérapies qu'on fait, comme on bosse avec des bouquins, avec des voilà, je me suis jamais dit, enfin j'avais énormément de trucs à régler aussi. On apprend. Il y a un moment, faut se dire: «Je suis soi-même», mais il faut faire des concessions aussi, il faut faire un pas vers les autres, faut essayer un peu de rentrer, voilà, faut pas être en rébellion par rapport à tout, mais ça s voilà, chaque moment de la vie apprends ça. Donc je vous le dis, moi, oh! Je peux vous sortir mes carnets de notes, faire parler, toutes mes copines de classe, mes profs, mon prof d'anglais, monsieur Hayes. Je me souviendrai de tout ça parce que c'est des trucs m'ont dit: «Vous finirez éboueuse». Ce n'est pas un métier, je le dis avec tout le respect du monde, Non, non, mais on sait la signification que ça voulait dire quand on le disait. mais vous n'êtes bonne à
rien. Donc moi, soit j'allais finir sur le trottoir, je vous assure, les options, c'était, enfin que j'ai pu entendre, hein, soit sur le trottoir avenue Foch, non, c'est trash, mais je l'ai entendu, soit en effet éboueuse, soit, me marier, voilà, enfin, être une, trophy wife et encore, hein, je suis pas Elle Macpherson, et cetera et j'ai jamais, prétendu être, voilà donc il y a pire, il y a mieux, mais peut-être qu'à une époque, on me disait: «Ah, bah, elle est mignonnette, elle est un peu cucu, elle est un peu bêtasse». Alors par contre, il y a une intelligence que j'ai pas obligatoirement la culture et je suis loin de l'avoir et c'est souvent, un complexe, mais je sais me taire. Quand je ne sais pas, je le dis ou je me tais et vraiment, bah, là, c'est des lacunes fatalement, voilà, puis après moi j'ai travaillé tôt, donc on peut pas dire que j'ai eu le temps non plus de rattraper tout ça. Je le regrette, mais j'ai une intelligence que personne m'enlèvera, c'est celle du cœur et celle-là, elle vaut toutes les intelligences, et je le dis et j'ai des frissons en le Ouais, moi aussi. bon, voilà. Magnifique de finir là-dessus, l'intelligence du cœur. Moi, j'y crois fort, je suis complètement persuadée de ça. Vraiment merci, merci Anne pour, cette générosité. Je savais que ce moment allait être génial mais c'est vibrant quoi, vraiment, Je j'ai des suis super frissons là. émue, voilà, l'hypersensible, j'ai des frissons et je suis Ouais, c'est super magique émue, c'était d'entendre ça. super. Enfin, c'était super de reparler de tout ça et c'est sûr, je vais pas faire la journée de la même manière. Je suis, remontée à bloc et j'adore transmettre, donc j'adore et puis vraiment de vous voilà, on se voit nous, hein, vous allez m'entendre, mais c'est une jolie rencontre et c'est un très joli moment en tout cas. Merci, merci, merci. Voilà, merci Joël quand même qui nous a mis en contact et puis je le savais que ça allait être chouette et je te l'ai dit. Comme on s'est abordé sur Instagram, c'était comme une demande en mariage et j'ai adoré le elle a dit oui. Oh là là, mais bon voilà, c'est pas, l'interview du mais si, c'était génial cette Mais si, mais tu vois, en fait, la boucle est bouclée puisque, de façon spontanée, tac, ça m'a fait vibrer et pam, je suis allée à la spontanéité, à la l'authenticité comme avec quelque chose qui me ressemble et tu vois, bah, ça marche et ça aboutit à des choses, bah, du coup, qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, merci beaucoup Anne et puis, avec grand plaisir pour te suivre, suivre tes aventures. Au passage, ta fille, elle a l'air super là. On voit sur les réseaux et tout. Franchement, je vous ai suivi à San Francisco votre voyage. Ça donne envie de vous connaître encore plus. Merci. Et puis tu lui passeras le bonjour de notre. sans faute, sans faute. Merci à toi et à vite de se voir. Ouais, ça marche. Belle À journée. tous, à plus tard. Bye. Bye. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Junko. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer dans vos réflexions et dans vos projets professionnels. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou me poser vos questions, rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez tous mes contacts ou sur mon compte Instagram. Les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Osez explorer, questionner et agir, c'est déjà avancer sur le chemin d'une carrière alignée avec vous-même. Prenez soin de vous et de vos projets professionnels et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Junko.